L'exécution de Bontemps, après avoir fait admettre Philippe Le Maire et moi par la cour d'assises qu'il n'avait pas donné la mort aux malheureux otages, eh bien, il n'en a pas moins été condamné comme Buffet à la peine de mort, complice, et alors qu'il n'avait jamais versé le sang dans sa vie, il a été exécuté. Et quand j'ai quitté la santé cette nuit-là, après avoir accompagné avec Philippe Le Maire Bontemps à l'échafaud, j'ai décidé que jamais, je n'accepterai une justice qui tue. J'étais abolitionniste, mais comme, je dirais, par vocation naturelle, intellectuelle, formation, profession, j'étais abolitionniste. Mais je suis devenu non seulement un partisan de l'abolition, mais un militant de l'abolition. Et jusqu'en 1981, j'ai consacré dans les prétoires beaucoup de mon temps et d'énergie à défendre des hommes qui étaient d'ailleurs les auteurs de crimes, il faut le dire, terribles. Après Bontemps, j'ai eu le privilège, à 6 reprises, de sauver la tête d'homme qui véritablement encourait la peine de mort. Très majoritairement hostile à l'abolition, précisément 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers pour le maintien de la peine de mort, 1 tiers pour l'abolition. Du point de vue judiciaire, la situation était encore plus difficile. J'avais été frappé de voir à quel point, dans les mois précédant l'élection du président Mitterrand, il y avait eu une resurgence de la peine de mort. Dans l'année judiciaire 1980-1981, les cours d'assises ont encore prononcé 8 condamnations à mort. Depuis l'élection de François Mitterrand, le 10 mai 81, jusqu'à la fin de l'année judiciaire, en matière d'assises, c'est-à-dire le 30 juin, dans ces 6 semaines-là, il y avait eu encore 3 condamnations à mort, après la déclaration de François Mitterrand disant qu'il était hostile à la peine de mort. Donc vous voyez à quel point c'était un problème réel, pas une question philosophique ou morale que nous résolvions, mais un problème judiciaire de première grandeur. Il fallait d'abord que le public mesure qu'avec ou sans peine de mort, la criminalité atroce persiste. Parce que ça n'est pas pour le criminel la perspective de la peine de mort ou celle de perpétuité qui va le dissuader. C'est la conviction où il est qu'il ne sera pas pris, ou c'est la fureur et la pulsion de mort qui, à ce moment-là, est évidemment au-delà des dispositions du Code pénal. Et cette loi criminologique, avec l'abolition, n'entraîne pas un accroissement de la criminalité sanglante. Il faut un certain temps pour qu'elle se vérifie. Et elle s'est vérifiée chez nous comme ailleurs. Les Français ont mesuré qu'on vivait aussi sans la guillotine. Mais pendant 10-15 ans, moi j'ai évité même de faire quelques conférences que ce soit à propos de la peine de mort en France. Pourquoi faire? Quand on faisait débattre, je disais de quoi le sujet aujourd'hui est clos. La peine de mort est abolie. Je vais débattre de quoi? D'un thème du passé. Vous allez me demander de débattre sur l'abolition de la torture. Ça n'a aucun sens. Et pendant des années, je ne l'ai pas fait. La seule question étant évidemment l'irréversibilité juridique, celle-là, de la peine de mort. Il faut bien mesurer que depuis 1985, l'abolition est irréversible. Pourquoi? Parce que en décembre 1985, c'est d'ailleurs, je crois, la dernière loi que j'ai présentée au Parlement, nous avons voté la ratification du 6e protocole à la Convention européenne des droits de l'homme qui interdit à l'État signataire de recourir à la peine de mort, au moins en temps de paix.
cette obligation internationale primant toute loi interne, et sachant que aucun président de la République française, à perspective possible, n'oserait dénoncer la Convention européenne des droits de l'homme ou un protocole de celle-ci, parce que ce serait un tollé inouï en Europe et que la France, patrie des droits de l'homme, serait mise au banc de ce qui était encore la communauté, ensuite l'Union européenne. Politiquement, c'était fini. Mais depuis lors, il y a eu une série de pas en avant. Le premier, droit interne, constitutionnel, c'est la volonté de M. Chirac de saisir le Parlement, statuant en Congrès, d'une demande de constitutionnalisation de l'abolition. Et aujourd'hui, dans l'article 66.1 de la Constitution, vous avez inscrit la formule « nul ne saurait être condamné à mort ». Donc l'abolition est devenue constitutionnelle. Et puis parallèlement, vous avez la foule des conventions internationales. On n'en est pas resté au 6e protocole. Je rappelle que l'Union européenne a une charte des droits fondamentaux, que celle-ci a valeur juridique depuis l'adoption du traité de Lisbonne, et que l'article 2 de cet acte fondateur des principes de l'Union européenne dit « nul ne saurait être condamné à mort ni exécuté ». Donc c'est un des fondements de l'Union européenne dont le respect s'impose à tous les États membres. Parallèlement, vous avez eu dans le cadre du Conseil de l'Europe un nouveau protocole, 13e protocole, qui a interdit, cette fois-ci même en temps de guerre, et puis vous avez le 2e protocole annexe au pacte sur les droits civils et politiques, et qui exclut tout retrait. C'est l'abolition pure, simple et définitive, chère à Victor Hugo. Donc, ces conventions internationales et cette constitutionnalisation interdisent le retour à la peine de mort. En vérité, la peine de mort, elle a quitté complètement le continent européen. Là aussi, la marche à l'abolition a connu des progrès considérables dans les dernières années. Il ne faut jamais oublier que les États-Unis sont un État fédéral, et très fédéraliste, en ce sens que certains États, et notamment du sud des États-Unis, la législation pénale, c'est leur affaire, ça ne regarde pas ni le président, ni le Congrès. C'est vraiment une affaire d'État. Qu'est-ce que nous constatons dans les dernières années? D'abord, statistiquement, une diminution considérable du nombre des exécutions, près de la moitié. Deuxièmement, une concentration de la peine de mort, pratique de la peine de mort, dans certains États, et il faut le dire, des États du sud des États-Unis, et notamment du sud profond, dont on sait que jadis il y a une vieille tradition esclavagiste. Aujourd'hui, la peine de mort aux États-Unis, c'est la Virginie, c'est la Floride, c'est la Géorgie, c'est l'Alabama, c'est le Mississippi, mais c'est surtout le Texas, avec sa culture propre de très grande violence. Alors, je disais le mouvement, oui, on assiste à une réduction du nombre des exécutions, on assiste aussi à une extension toujours plus grande du nombre des États abolitionnistes au sein des États-Unis, notamment récemment le New Jersey, l'État de New York, l'Illinois, qui sont de très grands États. Et puis vous avez des moratoires dans un grand nombre d'États, parce que les gouverneurs et les comités de grâce, à la suite de prise de conscience de nombreux innocents qui ont été condamnés à mort, l'ADN établit leur innocence, se sont dit il faut absolument mettre un moratoire et ne pas prendre la responsabilité d'envoyer des innocents à la piqûre fatale. Donc le mouvement est celui-là. La Cour suprême, de plus en plus, enserre le domaine de la peine de mort. Elle n'est pas une majorité d'abolitionnistes, mais elle a limité son champ. Et le mouvement abolitionniste est de plus en plus fort aux États-Unis. Pas majoritaire dans l'opinion publique. Je dirais que l'abolition est rarement majoritaire dans l'opinion publique. S'agissant de l'abolition de la peine de mort, c'est aujourd'hui la question de l'attitude des États islamistes intégristes, je le souligne,
vis-à-vis de la peine de mort. Il est saisissant de constater alors qu'elle est en régression universelle, qu'au sein de l'Iran, il y a toujours plus de condamnations à mort et d'exécutions dans les dernières années, notamment pour les femmes et notamment pour des mineurs pénaux au moment des faits, contrairement au pacte sur les droits civils et politiques dont ils sont les signataires. Ils méconnaissent radicalement leurs obligations internationales. C'est un problème qui est extraordinairement préoccupant. Et pour progresser là, il faut évidemment que ce soit, je dirais, en première ligne, les militants musulmans de l'abolition qui se lèvent pour demander qu'on n'utilise pas la charia aux fins de maintien de la peine de mort dans ces États. Oui, nous marchons vers l'abolition universelle, et c'est d'ailleurs le but aujourd'hui que se sont assignés les abolitionnistes. Et dans cette marche-là, les progrès ont été beaucoup plus rapides et beaucoup plus larges que je ne l'espérais en 1981. Nous étions, au jour de l'abolition en France, le 35e État dans le monde à abolir. 30 ans se sont écoulés. Aux Nations Unies, il y a 194 États membres. 138 sont abolitionnistes en droit ou en fait. C'est dire que l'abolition est devenue majoritaire, largement majoritaire. Il demeure qu'il y a encore des noyaux durs et que le combat n'est pas terminé, mais le mouvement est irréversible. On ne voit d'ailleurs jamais des États revenir en arrière.